It's with my great pleasure that we have Kim Thuy with us this morning. As James mentioned, c'est la première conférence Voir Grand. Et c'est des conférences qui sont ouvertes au public grâce à l'appui de l'Association canadienne des collèges et universités et aussi avec l'appui de la Fondation canadienne pour l'innovation et qui permet à des chercheurs de premier plan, à des écrivaines de premier plan, à venir avoir une conversation sur des questions qui touchent leur œuvre, mais aussi des questions plus générales qui touchent notre réalité canadienne. J'imagine, si vous êtes ici, vous savez un peu le vent de fraîcheur que Kim a amené sur la scène, pas seulement au Québec, mais dans toute la francophonie en 2009, avec son premier livre, Rue. J'ai bien prononcé? Oui. C'est un livre qui a été très bien reçu, pas seulement au Québec, mais un peu partout sur la planète. Il y a une traduction en anglais qui est disponible depuis quelques mois et qui a, je crois qu'il y a plus de 20 pays où les droits ont été distribués pour ce livre, qui a reçu qui a été finaliste de plusieurs prix et a obtenu le prix littéraire du gouverneur général en 2010, le Grand Prix RTL Lire 2010 et le Grand Prix du Salon du Livre de Montréal en 2010. Mais avant d'être écrivaine, Kim a eu un parcours assez spécial. Elle a été couturière, interprète, avocate, restauratrice, après être avocate. Et j'ai appris ce matin, cadette militaire. Donc, c'est un parcours et son livre est vraiment sur l'expérience d'immigration au Québec et au Canada et comment elle a vécu au plan personnel, au sein de sa famille. Donc, c'est avec grand plaisir que j'invite Kim à nous adresser quelques mots. Et ensuite, on aura une conversation qu'on va ouvrir avec les gens de la salle. Donc, Kim, s'il vous plaît. Je vais utiliser ce micro parce que, vous voyez, c'est étrange qu'on m'ait choisi comme la première personne à lancer la série Voir Grand, parce que je suis tout le contraire de Voir Grand, mais en même temps, je pense que c'est le bon choix peut-être, parce que même quand on est petit, on peut voir grand. Mais sincèrement, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui voit très grand. J'ai jamais pensé que tout ceci est possible. Déjà, le fait d'arriver en Malaisie, ça dépassait déjà notre imagination. Quand on a quitté le Vietnam en bateau, on ne savait pas par où on allait et vers où on s'en allait. Donc, quand on est arrivé en Malaisie, c'était un vrai cadeau parce que de ce qu'on a su après, des 10 bateaux qui sont partis cette nuit-là, seulement 3 sont arrivés au bon port. Et donc, c'était une chance inouïe. Et après ça, d'avoir été sélectionné par la délégation canadienne, peut-être que vous connaissez, à ce moment-là, il y avait des camps de réfugiés pour les Vietnamiens un peu partout en Asie du Sud-Est. Donc, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, ça dépendait vraiment, c'était selon les vents et les courants voilà, qui nous emportaient. Et nous, c'était en Malaisie. Et la plupart des délégations faisaient la rotation d'un camp à l'autre pour faire la sélection des réfugiés. Et nous, on a eu la chance de tomber en même temps que le passage de la délégation canadienne. Et parce que mes parents parlaient déjà français-anglais, c'était presque un mariage parfait. Il y avait un représentant du Québec dans la délégation et on a été... en fait, on n'a pas choisi parce qu'on ne connaissait rien du Canada. L'Internet n'existait pas. Donc, au Vietnam, on connaissait la France, évidemment.
en raison de la colonisation, on connaissait les États-Unis en raison de la présence américaine sur place. Mais le Canada, tout ce qu'on connaissait, c'était une petite image qui montrait un igloo et puis un Esquimau. Et donc, ma mère pensait que le Canada, c'était l'hiver 12 mois par année. Et donc, il y avait une dispute très animée entre mon père et ma mère, parce qu'il dit, comment tu penses qu'on va pouvoir vivre dans un igloo et qu'on ait froid 12 mois par année? Mais les enfants, on aimait ça parce qu'on pensait que le Père Noël habitait au Canada. Donc, on allait être à côté du Père Noël et donc, on soutenait mon père plus que ma mère. Et donc, le choix a été, comment je vous dirais ça, par pure chance d'avoir le Canada passer par notre camp. Et quand on est arrivé au Québec, bien, on n'avait pas vraiment de famille ou de préférence pour une ville en particulier. Donc, on est arrivé à Granby par chance aussi. C'était le gouvernement qui nous envoyait dans des plus petites villes, dont j'ai des cousins qui sont arrivés après, et eux, après ou à peu près en même temps, mais on ne savait pas. On s'est retrouvés vraiment en regardant les bottins téléphoniques. On regardait sous les noms de famille vietnamiens, et heureusement, les Vietnamiens n'ont pas beaucoup de noms de famille. Il y en a juste quelques-uns que vous connaissez sûrement, des Nguyen et tout ça, parce qu'au Vietnam, chaque fois qu'il y avait un changement de dynastie, les gens qui travaillaient de près ou de loin de la famille impériale devaient changer leur nom pour exprimer leur allégeance auprès de la famille. Donc, c'est pour ça que la plupart sont des Nguyen, des Ly, des Lé, donc ça correspond aux différentes dynasties. Et donc, on a pu retrouver comme ça des cousins qui avaient été envoyés à Rimouski, encore plus loin que nous. Nous, on était à une heure et demie de Montréal, on était à Granby. Et c'était, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se sent tellement béni d'avoir été envoyé dans cette ville parce que toute la ville avait été mobilisée pour nous recevoir. Et donc, quand je vous parle de mobiliser, c'est pas figuratif. Les gens étaient réellement à l'autobus quand on est arrivé. Donc, dès qu'on est descendu de l'autobus, on a été embrassés physiquement. Et vous savez, pour les Asiatiques, c'est très étrange parce qu'on se touche pas trop. We don't hug too much, you know. En tout cas, on se touche pas physiquement tant que ça, ou sinon on ne manifeste pas nos émotions de façon physique. Et là, il y a ces gens qui sont venus et qui nous avaient pris dans leurs bras. Mais la deuxième raison, c'était pas seulement ce premier choc culturel, mais c'est l'inconfort parce qu'on arrivait du camp de réfugiés. Donc, on avait des poux dans les cheveux, on avait plein d'infections sur nous parce qu'on dormait directement sur le sol. Donc, et c'est un pays chaud, donc nécessairement, il y avait beaucoup d'insectes assez voraces et on n'avait pas accès à l'eau. Donc, je vous dirais, par jour, on avait peut-être 1 litre d'eau pour boire, manger, se laver et tout ça. Donc, les infections se développaient très rapidement. Et aussi, ben ça, les gens ne pouvaient pas le savoir, mais on avait aussi la diarrhée chronique. Donc, on se trouvait très, 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 très sale. Nous-mêmes, on ne se touchait pas parce que... mais vous savez, heureusement, au camp, parce qu'on n'avait pas d'électricité ni d'eau courante, évidemment, il n'y avait pas de miroir. Donc, on ne se voyait pas du tout, du tout. Tout ce qu'on voyait, c'était notre voisin, puis il n'était pas très beau, évidemment. Donc, on restait très loin du voisin. Et là, ces gens-là n'avaient pas du tout hésité à nous embrasser. Donc, je vous dirais qu'on a été accueillis, non pas en tant qu'immigrants, mais vraiment, moi, en tout cas, personnellement, j'avais l'impression d'être une enfant adoptée, que les parents attendaient l'arrivée depuis longtemps. Et dans leur regard, vous savez, je savais qu'objectivement, on était très laid et très sale, mais dans leurs yeux à eux, on était vraiment très beaux. Et je vous dirais que c'était le moment où j'étais la plus belle et je n'ai jamais été aussi belle qu'à ce moment-là dans le regard de ces gens-là. Et ce livre a été écrit en partie pour, je vous dirais, pour le remercier.
parce que j'ai pas eu la chance à ce moment-là, j'avais 10 ans, je parlais pas encore français. Le français, je parlais pas, je parlais pas, je parlais pas grand-chose, je comprenais pas grand-chose. Et donc, ces visages-là n'existent plus dans ma mémoire. Je ne pourrais jamais reconnaître ces visages-là. C'est juste devenu un sentiment et non pas quelque chose de physique. Donc, je ne pourrais jamais retourner en arrière et leur dire merci. Et donc, ce livre est en fait un hommage envers les Québécois qui nous ont reçus à bras ouverts. Et parce que je crois que le premier moment détermine un peu ce qu'on devient après en tant que citoyen. Et donc, moi, j'ai appris le français, non pas parce que j'étais obligée d'apprendre le français à cause de la loi 101 au Québec qui exigeait que les immigrants apprennent le français, mais vraiment parce que je suis tombée en amour ou tombée amoureuse de tous ces gens-là. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, on veut apprendre tout de l'autre, on veut prendre la culture de l'autre, un peu comme si on rencontrait un Italien aujourd'hui, ou en tout cas, j'apprendrais l'italien. Donc, donc, une partie du livre, c'est vraiment pour dire merci à tous ces gens-là, de leur rendre hommage, et aussi de rendre hommage aux Vietnamiens qui ont vraiment, il y a mes parents, mais il y a tous ces hommes et ces femmes vietnamiens qui ont sacrifié énormément, qui se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent avoir une meilleure vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de ces personnes-là. Donc, je voulais aussi leur rendre hommage. Et aussi, je crois que le livre, je vous dirais que la communauté vietnamienne, il y a certains Vietnamiens qui me reprochent de ne pas critiquer le communisme ou le gouvernement communiste de façon plus radicale. Mais j'ai eu la chance de retourner au Vietnam quand j'étais avocate et j'ai fait connaissance des mères, en fait, qui ont perdu des enfants, autant des mères dans le Sud qui perdaient des enfants qui étaient avec l'armée du Sud que les mères dans le Nord. Et je leur demandais, mais comment est-ce que ça fonctionnait? Est-ce qu'il y avait, vous deviez, envoyer vos enfants quand ils ont atteint un certain âge? Et elles m'ont dit non, parce que dans chaque village, si votre fils a 14-15 ans et qu'il est en forme, tout le village vous demanderait pourquoi il n'est pas encore parti avec l'armée pour sauver le sud du Vietnam, parce qu'il y avait évidemment une certaine désinformation sur ce qui se passait dans le sud du Vietnam. Le nord du Vietnam croyait vraiment que le sud souffrait de famine, de torture, de situations atroces. Donc, c'était par sentiment patriotique que tous ces enfants-là sont partis à la guerre. Et je dis enfants, 14-15 ans, ce ne sont plus des enfants. Mais dans ma tête, aujourd'hui, je me dis que quand j'avais 14-15 ans, je ne comprenais pas grand-chose et j'étais encore un enfant. Et donc, ces gens-là sont arrivés dans le Sud, qui ont vécu, en fait, toute leur vie dans la jungle pour découvrir un Sud qui était très différent de ce qu'ils avaient en tête. Donc, comment je vous dirais, comment blâmer après? C'est très difficile quand on a rencontré les mères qui ont perdu, qui ont vécu en fait les mêmes pertes que les mères dans le Sud. Moi, je suis née dans le Sud, donc c'est vraiment par frontière qu'on décide si vous êtes communiste ou vous n'étiez pas communiste. Donc, finalement, il y a une grande zone grise. Et ce livre-là, je pense, en partie, je voulais aussi rendre hommage à toutes ces mères qui ont... et je vous parle de mères parce que pendant toutes ces années-là, la plupart des hommes étaient partis à la guerre. Autant les pères que les fils, que les oncles, les grands-pères. Et donc, il nous restait presque des femmes qui tenaient le pays au quotidien. Et dans les livres, on parle beaucoup de héros de guerre et tout ça, mais on oublie souvent toutes ces femmes qui maintenaient le Vietnam à flot, je vous dirais, qui continuait à aller dans les rizières, à planter les jeunes pousses et tout ça, même si le jour avant, elle venait d'apprendre que son fils était mort ou que son mari était mort, ou même en attendant pendant des années. Il y a des femmes comme ça qui attendaient pendant 10 ans, 20 ans, sans savoir
si leur mari ou leur père ou leur fils était encore vivant. Et donc, ce livre-là, je vous dirais, j'avais envie aussi de leur dire merci à toutes ces femmes qui sont silencieuses et oubliées, en fait, par l'histoire. Là, on parlait de... Mais là, j'ai l'impression que je suis vraiment grave. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, parce que je ne suis pas du tout... je suis pas du tout sérieuse dans la vie. Et donc, j'ai eu la chance de venir ici. J'ai eu la chance de faire tous les métiers que j'ai faits, parce que quand on est arrivé, évidemment, on n'avait pas d'emploi, on n'avait pas d'argent. Et c'était une chance. Chaque fois qu'on recevait une offre, bien, pas une offre d'emploi, mais que quelqu'un nous engageait, c'était la fête à la maison. Et le premier emploi que mon père a reçu, c'était à l'hôtel où on est descendu. Quand on venait juste d'arriver, les autres pouvaient suivre le cours de français et recevoir un petit salaire de 40 $ par semaine. Mais mes parents, tous les deux, parlaient déjà français, donc ils ne pouvaient pas suivre le cours. Donc, on n'avait pas de revenus comme tel. Et donc, le directeur de l'hôtel, je pense qu'il a créé cet emploi-là pour mon père en l'engageant comme homme de ménage pour laver les marches de l'hôtel. On était tellement heureux et reconnaissant, en fait, pour cet emploi-là. Et à partir de là, tous les emplois après, et ma mère aussi, il y a un couple qui a offert de faire le ménage chez eux. Et c'était tout un apprentissage parce que ma mère n'avait jamais fait de ménage. Et aussi, le standard, ou sinon la façon de nettoyer une maison ici et au Vietnam est très différente. Vous imaginez, au Vietnam, c'est un pays tropical dont les portes sont ouvertes. Il y a plein de fourmis et moustiques qui rentrent et il n'y a personne qui s'en soucie. Alors qu'ici, c'est ça, dès qu'on voit... Mon mari vient de Roberval, au Lac-Saint-Jean, et elle a juste un enfant qui est mon mari. Et chez elle, je pense qu'on peut lécher le plancher sans tomber malade. Et donc, dès qu'elle voit une fourmi, c'est la panique, c'est la fin du monde. Alors que nous, on a grandi avec les fourmis. C'est un pays où on ne pouvait pas vraiment fermer les portes. Alors, le premier emploi de ma mère, c'était tout un apprentissage. On ne savait pas par où commencer. Et donc, toute la famille est allée pour l'aider à faire le ménage de cette maison-là. Le troisième emploi, c'était une dame qui travaillait, puis qui vient juste de mourir. Elle travaillait à la cafétéria de l'hôtel. Et parce que le matin, on ne mange pas la même chose que vous, je dirais. On mange des soupes, du riz et tout. Et là, on arrive à ce comptoir avec plein de nourriture présentée, mais on ne reconnaissait rien. Et donc, la seule chose qu'on a pu lire, c'était le Rice Krispies. Et là, on était sûr que c'était du riz. Donc, et c'était la seule chose qu'on connaissait. Donc, on a pris chacun une boîte de Rice Krispies et on est allé s'asseoir. Et quand on a ouvert la boîte, on était vraiment surpris que ce soit du riz soufflé, puis on ne savait pas comment manger ça. Donc, on a mangé à sec comme ça, à la cuillère, et on trouvait que ça collait beaucoup dans la bouche, puis ça valait très mal. Et Mme Marthe était très gentille parce qu'elle est venue, puis elle dit, ben non, il faut ajouter du lait. Et on n'était pas habitués à boire du lait, donc on trouvait ça horrible de manger du riz dans du lait. Alors, le lendemain, on mangeait encore du riz soufflé sec. Et je vous dirais encore aujourd'hui, quand j'achète du Rice Krispies, je mange sans lait. Je ne suis pas capable de manger avec du lait parce que la première fois, c'était sans lait. Et Mme Marthe nous a donné un emploi le week-end pour accompagner son fils à faire le ménage des écoles. Il était concierge dans les écoles le week-end. Et donc, il engageait juste mon père, sauf qu'encore une fois, on était tous les 5. On partait avec mes 2 frères, mes 2 petits frères et mes parents pour aller, ben, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, mes parents disaient qu'il fallait qu'on commence à s'intégrer, à apprendre le français. Donc, on allait avec Claude, le patron, pour s'intégrer dans la vie québécoise. Le problème, c'est qu'on a découvert une fois sur place que Claude était sourd et muet. Donc, on n'a pas pu pratiquer notre français du tout. Et Claude était marié à une femme qui était aussi sourde et muette.
Donc, on a travaillé dans le silence tout le week-end. La même chose, vous savez, à Granby, il n'y avait pas... il n'y avait pas énormément d'activités. Donc, une des premières activités que les gens nous ont offertes, c'était le zoo de Granby. Donc, chaque week-end, il y avait des familles qui venaient, et pas juste une famille. Le samedi, le matin, il y avait une famille, l'après-midi, une autre, puis dimanche aussi. Donc, on allait au zoo, nous, peut-être 3, 4 fois par fin de semaine. Et à la fin, quand on rentrait au zoo, je pense que les singes nous reconnaissaient, puis ils nous saluaient de loin comme ça. Mais pour mes parents, c'était primordial pour rentrer dans la vie québécoise. Et la même chose, il y avait beaucoup de malentendus, mais quand on regarde avec du recul, c'est très rigolo. Une des premières activités que l'école a organisées pour nous également, c'était d'aller faire du camping. Et vous imaginez, on arrivait d'un camp de réfugiés. On ne comprenait pas pourquoi on devait aller camper et aller à la toilette sèche, encore une fois. Mais quoique la toilette sèche, c'est déjà pas mal, ouais, c'est même pas comparable avec ce qu'on avait au camp. Et je crois qu'il est trop tôt pour que je vous décrive de quoi ça avait l'air au camp. Mais je vous en parle, je vous glisse un tout petit mot parce que c'est tellement étonnant. Comment, en tant qu'humain, on est tellement, tellement fort. Je suis née avec beaucoup d'allergies. C'était aux poissons, aux fruits de mer, au lait, aux œufs, au vent. Quand le vent soufflait, j'enflais. La même chose pour le froid. Et au Vietnam, hein, quand je vous parle d'un petit vent froid, c'est un petit vent de 28 degrés. Et j'enflais aussi. Et donc, je pense qu'il y a eu une erreur génétique. Je ne suis pas supposée d'être née, probablement. Et dès qu'on a traversé en bateau, et ça n'a pas duré très longtemps, c'était 4 jours, 3 nuits seulement dans le bateau. Et en Malaisie, quand on est arrivé, le premier repas qu'on a reçu de la Croix-Rouge, c'était des sardines en boîte avec du riz. Et je ne peux pas vous dire pourquoi ça a été livré à 2 heures du matin, mais ça a été livré à 2 heures du matin. Je crois que le chauffeur, il s'est endormi, il l'a oublié, ou il est allé faire la fête avec des amis, puis il est venu nous donner la nourriture après. Et parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et parce qu'on avait faim, on a tout sauté sur la nourriture. Et mes parents, je ne sais pas s'ils faisaient par exprès pour ne pas me le dire que c'était du poisson, ou tout simplement parce qu'ils avaient oublié. Bien, j'ai mangé et je n'ai pas eu de réaction à ce moment-là, et je n'ai pas eu de réaction depuis 33 ans. Et après, vous savez, au camp, on mangeait du poisson 6 jours sur 7. Donc, si je faisais des réactions au poisson, ben je mourrais de faim directement. Donc, et ça, c'est avant même que la tête soit capable de nous convaincre qu'il faut manger et qu'il fallait manger, sinon, bon, le corps s'est reprogrammé tout seul. Et ça, je vous donne un exemple, mais aussi dans le bateau, dans le ventre du bateau, vous voyez, le bateau qu'on avait, c'était de 30 pieds par 60 pieds, et on était 200 quelques personnes. Et donc, on s'assoyait vraiment en sardine, vraiment un à côté de l'autre. Mais je trouve que c'était une bonne manière, vous savez, parce que si on n'était pas aussi serré, on arriverait peut-être cassé en morceaux, comme le poisson, les sardines. Il faut que ce soit très, très serré pour qu'on arrive en un morceau. Et donc, dès le début, on ne pouvait pas vraiment aller à la salle de bain. Bien, il n'y avait pas de toilette sur le bateau. Donc, il y avait juste un petit pot qui passait et puis on faisait ce qu'on avait à faire dans le pot. Et au début, on était encore un peu civilisés, donc on essayait de vomir seulement dans le pot. Et le bateau, pour qu'il puisse contenir 200 personnes, ils ont construit un deuxième plancher et ils laissaient juste un petit trou par lequel on passait pour aller dans le fond. Donc, il manquait énormément d'air et aussi le fait d'être dans l'eau. Donc, tout le monde vomissait. Il n'y avait pas assez de peau. Et donc, on a vomi sur nous-mêmes ou sur le voisin parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour éviter soi et l'autre. Donc, si on faisait des petits vomis, bien, c'était sur nous. Quand on avait plus de puissance, c'était sur l'autre. Et c'est là où j'ai décrit que la voisine qui était devant moi, elle avait un bébé qui était dans ses bras. Et elle a pris le pot pour qu'il fasse pipi dans le pot, sauf qu'elle était prise une main pour le tenir et l'autre main pour tenir le pot. Et le problème, c'est que le bébé était un garçon.
Donc, le pipi était un gros jet comme ça qui nous arrivait en face. Au début, évidemment, on trouvait ça ouais, plutôt sale, mais avec le temps, on était content parce que ça nous lavait un petit peu de vomi qu'on avait. Et c'est sûr que l'odeur était horrible, mais en je vous dirais, très rapidement, on ne sentait plus du tout l'odeur, parce que sinon, on n'aurait pas pu survivre, je crois, à ce périple-là. Et la même chose pour le corps. On est resté assis pendant 4 jours. Nécessairement, il fallait sentir, je ne sais pas, les fourmis, l'engourdissement et tout ça, mais je refais souvent le film dans ma tête et j'ai jamais ressenti les douleurs musculaires ou les engourdissements. Et la même chose, je pense, dans ma tête, à moi, que j'ai pas fait pipi pendant 4 jours, mais c'est pas possible. Donc, il y a une mémoire sélective qui travaille tout seul. Et pour le poisson, la même chose, comme je vous ai dit. Et ça, c'est toujours plus rapidement que le côté rationnel naturel, peut-être, qu'on a. Et quand on est arrivé au camp, la même chose. C'est que le camp, bien, quand je parle de camp, c'est un gros mot. C'était vraiment juste un terrain avec du fil barbelé autour. Et on est arrivé là et tout le monde s'installait dans le même espace. Et il n'y avait plus de place pour nous, même juste pour se coucher. Et donc, mes parents ont vu une petite butte plus loin, vous savez, juste pas une colline, mais vraiment juste une petite butte plus loin. Puis on se demandait pourquoi personne s'était installé sur la butte, parce que... donc, on est resté silencieux, notre groupe à nous, on était 13. On a dit, nous, on va aller sur la butte, on va être plus intelligents que les autres, on ne va pas se coucher sur le plancher. Bien, c'est pas sur le plancher, mais sur le même terrain où il n'y avait pas d'espace. Et c'est tellement drôle parce qu'on se croyait vraiment intelligents, là. Et plus génial, plus géniaux que les autres. Et dès qu'on est arrivé sur la butte, c'était la nuit, ben là, on ne pouvait plus voir. Et là, on a compris tout de suite pourquoi il n'y avait personne. C'est que l'odeur était tellement forte que vous avez l'impression... En fait, moi, je vois encore, c'était comme un mur. Quand on parle d'odeur, on pense que l'odeur est intangible ou sinon... voilà, invisible, mais je vous dirais que pour moi, à ce moment-là, l'odeur était tangible et avait un poids, en fait. Et mon père nous a dit, bon, on se couche tous ce soir ici et demain, on verra ce qu'on va faire. Mais temporairement, on reste ici parce qu'on n'avait pas d'autre place où aller, puis il faisait noir, il n'y avait pas de lumière, on ne pouvait plus bouger. Donc, on restait là, puis personne n'a réussi à se coucher à l'horizontale, tout simplement parce que l'odeur avait un poids tellement lourd que vous sentiez en fait que vos poumons étaient écrasés. Donc, on s'était tous restés assis. On a dormi assis, en fait, cette nuit-là, parce que autrement, c'était impossible de respirer. Et c'est seulement le lendemain qu'on a vu qu'on était à côté de la fosse commune où tout le monde allait. Puis je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il est trop tôt puis que vous venez juste de manger. Mais après, vous savez, très rapidement, je ne pourrais pas vous dire le nombre de jours, mais on ne sentait plus du tout l'odeur. On est resté là pendant 4 mois et parce qu'il y avait des nouveaux réfugiés qui sont arrivés après nous, puis il y avait plus d'espace, donc sont venus aussi. Donc, tous ceux qui habitaient sur la butte ne sentaient pas du tout l'odeur. Mais ceux qui venaient nous visiter, ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait vivre sur cette butte-là. Et c'est là où je crois que l'humain est extraordinaire parce qu'on réussit. Puis c'est pas parce que le nez ne sentait plus les autres odeurs. On sentait les autres odeurs, mais cette odeur-là en particulier avait été effacée de notre carte mémoire. Alors, voilà. Et vous savez, ce matin, j'ai pris l'avion de 5h30 du matin de Montréal pour être ici avec vous. Et je ne sais pas, j'ai mal lu les heures et tout ça. Et mon ami qui est venu me chercher à 4h30 a regardé mon billet puis il a dit... C'est pas que tu dois être à la porte de l'avion à 5h30. Ton vol est à 5h30. Donc, je suis arrivée à l'aéroport à 5h06 et j'ai couru à travers la sécurité et tout ça et j'ai réussi à prendre l'avion de 5h30. Je suis arrivée ici à Pearson, il y a eu un retard avec l'avion, donc il y a eu un pépin avec le chauffeur et tout ça. Donc, j'ai encore couru pour trouver le chauffeur pour être ici à l'heure avec vous.
Et j'ai appelé mon ami, j'ai dit, tu peux pas croire, mais c'était cédulé pour que j'arrive tôt ici, avoir le temps de déjeuner, me reposer, tout ça. Mais je cours encore et puis on a tellement ri parce qu'elle me dit, ah, peut-être parce qu'on est immigrante. Elle est moitié brésilienne, moitié égyptienne. Elle dit, on n'est pas capable de ne pas courir. On est fait pour courir. Et donc, peu importe l'endroit ou le travail qu'on doit faire. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait tous ces métiers-là. C'est que chaque fois qu'il y a un emploi qui arrivait à nous, ben on l'acceptait, on ne pouvait pas dire non. Parce qu'on trouvait que c'était un gros cadeau, un grand cadeau, magnifique. Et si j'ai fait tous ces métiers tellement disparates et disconnectés, c'est parce que je crois, c'est le parcours typique des immigrants. C'est-à-dire, on n'a pas de direction claire. Je pense qu'on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie. Mon mari, qui est québécois, évidemment, a toujours su ce qu'il voulait faire ou a toujours eu une direction. Et c'est pour ça que à 39 ans, il m'a assise puis il m'a donné en fait 1 mois de punition à la maison. Puis il dit, tu vas réfléchir à ce que tu veux faire plus tard, quand tu vas être grande dans la vie. Et donc, pendant 1 mois, il m'a attaché une chaise pour que je trouve une direction, ce que j'aimerais faire. Puis j'ai jamais cherché, je dois vous avouer, j'ai triché. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai rentré les notes que j'avais dans l'ordinateur en attendant la fin du mois pour retourner au bureau. Et Rue est née de ces notes-là. Et ces notes-là, j'avais un restaurant. Et les heures sont très longues. Alors, je ne sais pas s'il y a des restaurateurs dans la salle. Si oui, vous me comprenez. Si vous n'avez jamais eu de resto, s'il vous plaît, n'ouvrez pas de resto. C'est le pire travail qui peut exister parce que les heures, c'est très amusant, c'est très gratifiant, mais en même temps, c'est tellement exigeant physiquement. Et donc, je m'endormais beaucoup quand je revenais du resto à 1h du matin ou à 2h du matin. J'avais des enfants tout petits encore à ce moment-là, 3 ans et 5 ans. Donc, eux, ils se réveillaient quand même à 6 heures. Donc, à 1h ou à 2h du matin, dès qu'il y avait un feu rouge et qui durait plus que 2 secondes ou 3 secondes, je tombais endormie. Et c'est arrivé à quelques fois où j'ai frappé la voiture en avant de moi parce que le pied devenait léger et le frein, voilà, le frein n'a pas tenu et je frappais. Mais j'ai trouvé un truc pour rester éveillée, c'était de manger les pépins de pastèque de melon d'eau. Les Vietnamiens, bien, vous savez, les melons d'eau, nous, ici, on n'a plus beaucoup de pépins, mais au Vietnam, il y a encore énormément de pépins. Ça n'a pas encore été modifié génétiquement, probablement. Et donc, on récupère les pépins, on fait griller les pépins et on sert ça au Nouvel An parce que ça se mange très lentement. Avec du thé. C'est sûr qu'on ne reçoit pas les invités juste avec des pépins de pastèque. Il y a aussi des fruits confits et d'autres milliardises, mais les pépins font partie du plateau. Et pour manger ces pépins-là, ils sont beaucoup plus durs que les graines de tournesol. Vous connaissez les graines de tournesol, vous avez juste besoin de mettre une petite pression, alors que ces grains-là, il faut vraiment y aller plus fortement. Et le problème, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. La chair est encore plus mince que ce que vous trouvez dans une graine de tournesol. Ça a vraiment l'épaisseur d'une feuille. Donc, il faut faire très attention en mettant de la pression, mais arrêter au bon moment pour ne pas casser l'intérieur. Et surtout qu'il n'y a rien à manger à l'intérieur. Mais ça me gardait éveillée parce que ça prenait énormément de concentration. Mais avec le temps, j'ai un frère dentiste, comme toute famille vietnamienne, ça prend un dentiste ou un médecin dans la famille. Et donc, c'est lui qui a fait la job pour nous et pour que je puisse faire mes folies. Et donc, il m'a demandé d'arrêter de manger les pépins. Donc, j'ai trouvé un autre truc pour rester éveillée, c'était de commencer à faire la liste d'épicerie pour le resto le lendemain. Donc, je sortais le cahier de notes, je prenais, 3 kilos de carottes, 2 litres de vinaigre et tout ça. Et un jour, comme ça, je ne peux pas vous dire à quel moment et pourquoi, j'ai tourné le carnet à l'envers et puis j'ai commencé à écrire, tout simplement écrire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'écrivais, mais j'écrivais tout simplement
Et probablement, j'ai toujours eu un amour pour les mots et pour les livres. Quand on était au Vietnam, j'ai été élevée dans une famille avec beaucoup de livres dans la maison et ça nous a causé beaucoup de problèmes d'ailleurs quand les communistes sont arrivés. Et on avait 10 soldats communistes qui habitaient avec nous pendant 1 an à la maison pour pouvoir faire l'inventaire de nos possessions. Et vous savez, c'était un pays en guerre, donc vous ne pouvez pas décider aujourd'hui, par exemple, d'aller acheter, je ne sais pas, des choux ou du riz ou du sucre, parce qu'au marché, peut-être que ces vivres-là n'existent pas. Par exemple, l'agriculteur qui fait pousser des choux, ben s'il a marché sur une mine, ben il n'y arrive pas au marché, puis il n'y a pas de choux cette journée-là. Et donc, il faut changer de menu. Et le riz, la même chose. Vous ne pouvez pas acheter du riz quand vous vouliez. C'était plutôt acheter quand il y en avait. Et ma grand-mère a beaucoup d'enfants. Elle en a 8. Et à ce moment-là, il y en a qui étaient mariés avec des enfants, avec des cousins et cousines qui venaient habiter chez elle pour aller à l'école. Et bon, enfin, on était une très grosse famille, beaucoup de bouches à nourrir. Donc, elle avait des réserves de riz, de sucre, de sel, de toutes sortes de choses, de tissus et aussi de soutien-gorge. Vous savez, parce que j'en ai parlé dans la rue, c'est tout simplement parce qu'au Vietnam, morphologiquement, les Asiatiques, on a un peu moins de poitrine, mais dans notre famille, on a été modifiés génétiquement. On en a vraiment plus. Donc, on ne pouvait pas en acheter au Vietnam des soutiens-gorge. Les soutiens-gorge au Vietnam, ils sont tous rembourrés. Vous savez, donc, quand vous achetez, c'est comme un cône, en fait, rempli. Donc, c'est comme les soutiens-gorge de Madonna. Ça tient tout seul. Et donc, ma grand-mère, parce qu'elle a beaucoup de filles, elle a 6 filles, et tous ses petits-enfants, les cousines et tout ça. Donc, à chaque fois qu'elle pouvait en acheter de la France, ou que quelqu'un revenait de la France, ou qu'elle pouvait commander de la France, bien, elle commandait beaucoup de soutien-gorge pour le futur. Et donc, je vous dirais, elle avait un inventaire plus important qu'une boutique normale ici. Donc, je pense que j'en porte encore de ces soutiens-gorge à elle. Mais donc, quand les soldats sont arrivés, bien, tout ça avait été répertorié et confisqué. Mais comme j'ai dit dans le livre, c'est pas tous les... vous imaginez que ces jeunes soldats-là étaient partis de chez eux depuis l'âge de 14-15 ans. Ils n'avaient jamais vu un soutien-gorge auparavant. Donc, la première fois, quand ils ont vu les soutiens-gorge, ils pensaient que c'était... Bien, ils ne savaient pas c'était quoi d'abord, et après, ils ont pensé que c'était des filtres à café. Vous savez, parce que dans le temps, le filtre à café, c'était un anneau en métal comme ça, avec un tissu cousu après l'anneau. Bien, le soutien-gorge, c'est un peu pareil, c'est avec 2 poches, mais ils trouvaient que c'était très étrange parce que c'était en dentelle, il y avait beaucoup de trous, et aussi que ça venait par 2. Pourquoi est-ce qu'il y avait 2 filtres de café en même temps? Bon, donc il y a eu toute une discussion autour des soutiens-gorge de filtres à café. Pourquoi il y en avait 2? Et là, il y avait plein de théories pourquoi c'était 2. Et bon, peu importe. Mais il y a eu beaucoup de malentendus comme ça. Dans le Sud, déjà, les femmes portaient des sous-vêtements. Et quand vous êtes dans la jungle, vous n'avez pas de sous-vêtements. Vous avez en fait votre uniforme, un casque et des sandales, et c'est tout. Et donc, certains soldats se demandaient pourquoi est-ce que toutes les femmes du Sud avaient un nerf ou une veine qui sortait en dessous des fesses de façon très proéminente. Alors, ils se disaient tous, « Mon Dieu, t'as vu, toutes les femmes du Sud ont un problème de nerfs sur les fesses. » Et bon, enfin, je suis désolée, je dérape complètement, je vous raconte des niaiseries. Mais donc, on avait beaucoup de livres et les soldats, ce qu'ils ont fait, ils ont ramassé tous les livres dans une salle pour pouvoir faire l'inventaire et nous porter accusation après. Et évidemment, à ce moment-là, on avait des livres de toutes sortes. Il y avait des enseignants à la maison, donc il y avait des livres de maths qui disaient, par exemple, 3 bananes plus 2 pommes, ça fait 5 fruits. Bien, en temps de chaos, et à ce moment-là, ces livres-là étaient considérés
blasphématoire quand même, parce que c'était frivole de compter des fruits. Il fallait plutôt dire, tel soldat a largué 3 bombes le premier jour, le deuxième jour 2 bombes. Alors en tout, combien de bombes a-t-il largué, par exemple? Donc tous les livres avaient été changés, donc ça c'était problématique. La même chose pour les romans d'amour. Tout simple, c'était aussi des livres anti-révolutionnaires, parce que dans un pays qui était en construction, on ne pouvait pas être frivole et futile. Et après ça, il y avait des livres politiques, évidemment, parce que mon grand-père était haut fonctionnaire, était sous-préfet de Saigon, était préfet dans plusieurs plus petite ville vietnamienne. Mon père était député, était professeur en philosophie. Mon oncle était chef d'opposition. Alors, vous imaginez le nombre de livres en politique qu'on avait à la maison. Donc, ma mère, mes parents m'ont demandé, parce que j'étais toute petite encore, j'avais 7 ans, 7-8 ans, ils ont dit: va voler tel livre avec tel titre, parce que je savais lire déjà, parce que c'était les livres les plus compromettants. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas les détruire, les livres. On se faisait fouiller à la sortie et à la rentrée à la maison, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir des biens de la maison, tout comme on ne pouvait pas ramener quoi que ce soit de l'extérieur. C'est pour ça que, vous savez, tout était rationné à ce moment-là. La nourriture, la viande, je pense... Là, j'ai lu, mais je ne sais pas si nous, c'était le même régime, mais c'était environ 1 livre de porc par famille par mois qu'on recevait. Donc, si vous vouliez manger plus de porc, il fallait acheter plus de viande, il fallait acheter au marché noir. Mais nous, on ne pouvait pas acheter puis ramener à la maison parce qu'on avait les soldats à la maison. Donc, les marchandes qui nous connaissaient, ce qu'elles faisaient, c'est elles attachaient la viande sur elles. Et puis, elle venait à la maison, elle se faisait fouiller aussi, mais les soldats pensaient tout simplement qu'elle était grosse ou sinon qu'elle avait de la cellulite. Vous savez que c'était un petit peu bossé comme ça. Et puis, elle se déshabillait dans les salles de bain pour nous demander quel morceau de viande qu'on voulait. Bien, elle n'était pas tout nue, là. C'était par-dessus une autre couche de vêtements. C'était pas directement sur sa peau. Et donc, tout était caché. Donc, les livres, la seule façon pour pouvoir les détruire à ce moment-là, c'était de les brûler. Et on ne pouvait pas brûler pendant le jour parce qu'ils étaient avec nous. Donc, c'était la nuit sur le toit de la maison. Le problème, c'est que notre maison était la tour la plus élevée dans le quartier. Et tout simplement parce qu'on était plusieurs familles. Vous savez, pour les Vietnamiens, ça vit beaucoup en clans, en famille, en grande famille. Et si on était dans les villages, ils auraient construit des maisons tout le tour sur le terrain, mais on était en ville, donc c'était en hauteur. Et donc, on avait cette tour énorme dans le village et on allait sur le toit. Et le problème, c'est que le Vietnam n'avait pas d'électricité, en tout cas pas de façon constante. Il y avait peut-être 3 jours sur 7, de temps en temps 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et donc, la nuit, quand il faisait noir, c'était vraiment noir, noir, noir. Alors, vous imaginez un feu sur le toit de la tour la plus haute dans le quartier, bien, tout le monde était au courant. Et on s'est fait dénoncer très rapidement. Et ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que les livres sont très difficiles à brûler, qu'on devait vraiment déchirer les pages. Donc, les enfants, nous, notre travail, c'était de déchirer les pages, et puis les parents les brûlaient. Et quand on est arrivé au Canada, je vous dirais, oui, on était très pauvres durant les premières années, mais je n'avais jamais senti la pauvreté en tant que telle. C'était plutôt, je vous dirais, la pauvreté était sur les étagères qui étaient vides, en fait, ou les bibliothèques vides, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter des livres. Et on ne connaissait pas vraiment encore le système de bibliothèque, parce qu'au Vietnam, un pays en guerre, disons que personne ne s'occupait des bibliothèques, où il y en avait, mais ils ne nous prêtaient pas vraiment les livres parce que peut-être que vous ne les retournez... Bien, la plupart du temps, vous ne les retournez pas, ou sinon, c'est ça, c'était tellement incertain. Alors, il n'y avait pas de livres à la maison. J'ai appris mon français beaucoup avec les dépliants publicitaires.
qu'on recevait gratuitement à la maison. Parce que pour ma mère, à l'école, oui, il y avait des livres, il y avait des devoirs et tout ça, mais c'était pas suffisant parce qu'on devait se rattraper avec les années, les 10 premières années dans mon cas. Donc, j'ai appris beaucoup de dépliants. Je parlais comme de la publicité pendant longtemps. Et en 82, je crois, le livre de Marguerite Duras est sorti. Et c'était le premier livre que mon oncle, qui a seulement 7 ans de plus que moi et qui habitait avec nous et qui parlait déjà français avant d'arriver au Québec, a dit non, on va aller acheter notre premier livre. Et ça, c'était le premier livre à 15 $ qu'on a acheté en cachette de nous-mêmes, en fait. On se sentait tellement coupable parce qu'on sait que ces 15 $ pouvaient nourrir toute notre famille au Vietnam pendant un mois. Et au Vietnam, à ce moment-là, il n'y avait pas de possibilité pour eux de travailler. Donc, on devait leur envoyer de l'argent. Donc, on ne pouvait pas gaspiller les 15 $. Alors, ce qu'on a fait, c'est que mon oncle, il a lu l'amant de la première ligne à la dernière ligne avec moi, vraiment côte à côte comme ça, pour m'expliquer pourquoi c'était une grande œuvre. Et après, j'ai fait des dictées avec tout le livre, en fait, de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Et pour ma mère, la meilleure façon d'apprendre une langue, encore une fois, c'est d'apprendre par cœur. Et donc, j'ai appris l'amant par cœur, de la première page à la dernière page. Et donc, je parlais comme Marguerite Duras, comme ça, tout le temps, pendant quelques années. Et donc, c'est un auteur très important pour moi, marquant à plusieurs niveaux, parce que c'était aussi un auteur qui m'a donné la première fois une vision du Vietnam, mais autrement que celle de ceux qui ont quitté le Vietnam en bateau, ou par bateau. Mais ceci dit, après 33 ans, je ne maîtrise toujours pas le français. Je fais encore énormément de fautes, surtout le genre des mots. Vous savez, exercice, par exemple, je dois toujours me poser la question si c'est français ou... si c'est masculin ou féminin. Et l'anglais... mais orteil aussi, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. À chaque fois, il faut que j'y pense. Et il y a des mots que vraiment... je peux vous dire exactement à quel moment je l'ai appris. Par exemple, le mot « hormis » et « en revanche », je les ai appris à Paris parce qu'il y a un journaliste qui est venu à ma chambre d'hôtel pour une pré-entrevue avant la télé. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu cet homme dans le couloir qui était tellement beau, extrêmement beau, je vous dirais que j'ai eu peur. Alors j'ai refermé la porte sur lui, devant lui. Et j'ai rouvert évidemment une seconde plus tard et je lui ai dit que c'était à cause du vent. C'est le vent qui a fermé la porte dans un couloir de chambre d'hôtel. Et en fait, après, ben, lui, il a utilisé le mot « hormis » et « en revanche » en entrevue en direct. Et le problème, c'est qu'il était... Vous savez, les Français sont très éloquents et ont un vocabulaire très, très riche. Et leurs questions sont souvent très, très longues. Et donc, j'écoutais la question, sauf qu'il était tellement beau et séduisant que j'ai perdu la concentration et j'ai commencé à répondre, mais au milieu, je m'en souvenais plus de la question. Et là, on était en direct avec 10 millions de téléspectateurs. Donc, et j'ai dit, je suis désolée, je ne me souviens plus de votre question à la télé. Et lui, il a utilisé justement « hormis » et « en revanche » et tout ça. Donc maintenant, je sais comment utiliser ces mots-là grâce à ce visage-là, je vous dirais. Et donc, je peux raconter en fait l'histoire de chaque mot que j'ai appris dans le temps. Mais là, je ne sais pas si... C'est comme chez les Oscars, là, la musique va commencer. Je vais me lever. Mais donc, je ne maîtrise toujours pas l'anglais. Ah non, mais il faut que je raconte comment j'ai appris l'anglais, alors, pour les cadets. Allez-y. Donc, pour l'anglais, après la première année qu'on était là, ma mère a décidé que je devais commencer à apprendre l'anglais parce qu'on est dans un pays bilingue et on n'avait pas beaucoup de sous pour que je puisse prendre des cours au privé. Il y avait juste 1 heure d'anglais par semaine à l'école. Donc, elle m'a envoyée chez les cadets, dans une caserne anglophone. Elle dit que c'est la meilleure façon pour apprendre gratuitement l'anglais. Et quand on est arrivé, quand je suis arrivée, vous imaginez, là, j'arrivais d'un camp
Et j'arrivais aussi d'un pays qui était en guerre avec des hommes en uniforme, hein, armés comme il faut. Et là, j'arrive et je devais aussi me mettre en uniforme et jouer à la guerre. C'était très confus. Et là, il fallait se placer et notre supérieur, il faisait l'inspection de notre uniforme, de nos tenues, et c'était des adolescents de 12, 13 ans à 16, 17 ans, je crois. Et donc, la plupart étaient des garçons, très, très grands. Et ce supérieur, il s'est arrêté à côté de mon voisin et il lui a parlé très fort. Bon, en fait, il parlait toujours fort. Hein, c'est des grands gars qui avaient besoin de parler fort. Et là, il criait après, mon voisin, « Bien, le seul mot qui se répétait tout le temps, c'était « asshole ». Asshole, asshole. Et donc, la semaine suivante, quand je suis retournée, ben, je me dis, ben, il faudrait que je commence à m'intégrer dans le groupe. Et la seule personne dont je connaissais le nom, c'était asshole. Donc, je suis allée et j'ai dit hello asshole parce que non, mais je pensais que c'était son nom. Alors, il était très grand, donc il m'a regardé de haut comme ça, il a tiré son poing, il était prêt à me battre. Mais je pense que j'avais le visage tellement angélique. Non, déficiente. Que j'avais l'air d'une retardée profonde. Donc, il ne m'a pas frappé, il a juste fait comme... Puis il est parti. Donc, pendant longtemps, je pensais que asshole était un nom. Ben, je ne savais pas comment ça s'écrivait pour pouvoir trouver dans le dictionnaire. Et dernièrement, j'ai même appris que ce n'était pas un vrai mot. Je ne sais pas si c'était un vrai mot, je ne sais pas si ça s'écrit ensemble ou séparé. En fait, donc, pendant longtemps, heureusement que je l'ai su avant d'avoir eu mes enfants, sinon je les aurais appelés peut-être asshole, étant donné que c'était le premier nom. Donc voilà, c'était ça ma carrière de cadette. Le premier mot. Et alors, je pourrais vous parler en anglais, mais ouais, je ferais beaucoup de fautes, encore plus qu'en français. Je suis sûr que vous êtes très éloquente. Donc, je voulais qu'on remercie Kim et on peut poser quelques questions. Mais avant, peut-être une bonne main d'applaudissement. Merci. Et donc... on a un peu de temps pour des questions. Donc, si vous voulez poser une question, on peut s'asseoir. Oui, on peut s'asseoir. On va s'asseoir, mais... Est-ce que vous me voyez encore? C'est ça. Donc, je vous invite à aller à un des deux micros si vous voulez poser une question. Mais... Je vous écoute. Je vais m'asseoir comme ça, sinon je vois personne. OK. Mais je vais abuser de ma position. Je vais poser une question. Parce que il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce qu'ils ont priorité sur vous? Oui. Vous êtes bonne. Bon, monsieur. Ah, elle parle du Mékong. Vous savez, je connaissais Marguerite Duras par cœur et j'ai lu la plupart des livres de Marguerite Duras. Mais aujourd'hui, ça fait 15 ans et je suis comme chez les AA, les alcooliques anonymes, parce que je n'ai plus le droit de toucher Duras. Parce que si je rouvre un livre de Duras, je recommence à parler exactement comme elle. Donc, j'ai fait, en fait, presque un effort conscient de fermer complètement cette porte-là pour ne pas écrire comme Duras, pour ne pas réfléchir comme Duras. Et donc, ce serait très difficile pour moi de vous citer parfaitement un passage de Duras, mais il y a un passage où elle parle justement du Vietnam comme étant un pays sans saison, donc sans renouveau. Et aussi, elle décrivait le Mékong avec ses 9 bras qui descendent comme ça, puis il disait que les bras couraient comme si la terre penchait. Donc, et que c'est un des fleuves les plus beaux, qu'elle n'allait plus jamais revoir des fleuves aussi beaux. Donc ça, c'est à la page, je pense, 19. Et puis, voilà. Oui. Madame? Yes, my name is Ariel Court, and I'm from the Canadian Peace Research Association. I want to thank you very much for your most lively and entertaining and descriptive story of your life since you were 10 years of age. You came as a refugee. Now, as you know, there are varying different views of what happened in Vietnam, and many Canadians, as well as others, have the view that it was really a war of aggression by the United States because of what they regarded as the communist threat
taking over Vietnam. Yes. Could you be kind enough to briefly comment on that whole situation and whether your views, of course, when you attend, you inherited your views. Yeah. If your views have changed since that time. I will tell you that the Vietnamese were the people, the least informed of of anybody else. You know, the French has more history, have more books on the Vietnamese history than Vietnam itself. And during the American War, I would say that we had no information or so little because all the images are on your TV and not on our TV in Vietnam. Number one, because we didn't have the mean to diffuser, to broadcast all these news, and also because they could not inform the population of what was going on, the chaos that it would create if we were informed of what was going on, you see? So that's why the Vietnamese in the north did not know what was happening in the south, and vice versa. And misinformation was so broadly practiced that the Vietnamese themselves did not know very much about Vietnam. And what we knew was only what we could see with our own eyes, but we didn't have history. And that's why in the book I wrote one page about, you know, us being so, us here, Canadians or the richer countries have the opportunity to have history classes, whereas in Vietnam it was a luxury to have history because we don't have the means or nor the time to do that back then. So what do I know about the American wars? I think, you know, as human, and I've just come back from Serbia because Rue was published in, was launched in Serbia just 2 or 3 months ago. And while I was there, I visited downtown, and there were still buildings which had been bombed, and they were still standing there. And it's been many, many years now. And they don't know what to do with those buildings in the middle of downtown, next to the university. And so I was talking about Canada, how I was welcomed by the Canadians and how peaceful this country is about. And one student stood up in the room, and there were 300 of them, and I had the Canadian embassy next to me. And the question was, what did I think? How could I say that Canada is a peaceful country when Canada was one of the participants of that bombing in 1999, their country? And it was such a difficult question to answer because there was no right answer. And I think the answer is that we are, you know, we could be very good human beings, but we can also be evil. And this is what we are. We are both. And I think wars will always exist. And Vietnam was just one of those countries where it happened. But it was not, you know, I would say that I would not take it personally. It was not because we were Vietnamese. It was just geographically, historically, at that point in time, that's where the war had to exist. And it's always a question of interest, I think. And the Americans pulled out because there was no longer interest, I think. They didn't lose the war. I don't think they lost the war. They won the Second World War. So it's impossible for them not to be able to win the war in Vietnam. And you know, Hanoi, the city is under the sea level. And around Hanoi, there's a dike made with dirt, a very simple dike. So even just a normal flood today could crush that dike. So if the Americans wanted to flood Hanoi, it took only one bomb right there on that dike. But they didn't do that because they didn't want to. Because I think there was an interest for the war to last longer and to keep it ongoing for, I don't know, whatever reasons. And we will never know the real reasons, I think, both from the Vietnamese side and the American side. So
so that's my view, is that we don't know why, and we are just des pions. How do you say that? Pawns. Pawns of a bigger l'échiquier. I'm sorry, I don't know where my English has gone to this morning. I think I left it in Montreal. Mais qu'on est juste un des pions de l'échiquier, un grand échiquier, and then there are players which are not us. We are just the population being victims of those decisions. But those decisions will always exist. So if today is Afghanistan, is Iraq, but it will continue because we're not born equal, I think. Yeah. We'll take one short question, please. Two? Okay. Go ahead. Okay, I read your book. Je vais parler en français, pardon. J'ai lu votre livre et en fait, je me demande, vu que c'est votre histoire personnelle, vous êtes en train de raconter votre histoire personnelle, pourquoi avoir choisi donc une narratrice indienne et indienne? Pourquoi vous n'êtes pas allé directement vers l'autobiographie? Et ma deuxième question, donc si indienne et indienne est vous-même, la mère que vous représentez, la description de la mère de la narratrice, est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est une description aussi? Parce qu'on voit que la relation a changé. Une fois que les communistes sont arrivés, la relation à la mère a changé. Elle est devenue beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte. Et je dois nous expliquer ça. Ouais. Premièrement, le rapport à l'autobiographie et deuxièmement, le rôle de la Vous savez, j'ai pas voulu que ce soit... parce que c'est pas mon histoire, en fait. Si j'avais à raconter mon histoire, ça aurait duré 3 pages. Et puis c'est fini, parce que notre traversée en bateau était une des traversées les plus faciles. Il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de mort. Et donc, si je voulais raconter un peu, même pas beaucoup, mais juste un peu, l'histoire des boat people en général, il fallait que j'aille plus loin que mon histoire personnelle. Et de deux, mon but, ce n'était pas de raconter mon histoire, parce que je n'ai pas grand-chose à raconter. Je vous dirais que c'était de raconter l'histoire des gens que j'ai rencontrés. Et ces gens-là, vous savez, quand on les a rencontrés il y a 30 ans ou il y a 20 ans, à ce moment-là, par exemple, le monsieur que j'ai rencontré dans un restaurant chinois, je ne savais pas qu'il allait être important pour moi. En fait, je ne me souviens même pas de son visage ni de son nom. C'est seulement une fois qu'on s'assoit, qu'on repense qu'on écrit, que tout à coup, certaines images reviennent. Mais c'est certain que j'ai réinventé ce monsieur, parce que son nom n'est pas le bon, et ni son visage, ni ce qui avait été dit d'une certaine manière. Et puis, il y a beaucoup d'histoires où les événements sont tellement denses que parfois, il fallait que je les casse en 4-5 morceaux pour que ce soit lisible. Et en 4-5 morceaux, avec des noms différents, à des événements différents. Donc déjà, il y a un travail, il y a un retravail des événements. Et donc, de prétendre que c'est une autobiographie, j'aurais menti, en fait. Donc, je ne pouvais pas prétendre ça. Et dès la première page, je ne suis pas née pendant l'offensive du Tet. J'ai été conçue à l'offensive du Tet, mais je suis née 9 mois plus tard. Sauf que c'est un événement tellement important, c'est un événement tournant dans l'histoire de la guerre du Vietnam avec les Américains, que je ne pouvais pas passer à côté de l'offensive du Tet. Et vous savez, une des fictions très claires aussi, c'est qu'il n'y a aucun homme qui a créé un parfum pour moi. L'idée, c'était de dire que finalement, un pays, c'est de juste... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de très impalpable. C'est une culture, c'est une odeur, c'est une chanson, ou peu importe, ça n'a pas besoin d'être un lieu géographique en tant que tel. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'aller plus loin. Et aussi, j'avais envie que, et encore aujourd'hui, quand il y a un Vietnamien qui vient et qui me dit « Ah, mais tu sais, mon histoire est très semblable à celle-là », ou sinon, quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu as raconté mon histoire ». Et ça, pour moi, c'est le plus grand compliment, parce que le but, c'était de leur rendre hommage à eux et non pas à moi, mais pas de parler de moi. Et la deuxième question, c'est ma mère. Non, ma mère a toujours été très sévère, très forte, et elle a toujours été consciente et lucide de ce qui se passait, donc elle nous préparait toujours au pire.
Et quand on est arrivé ici, ben, nous prépare pour le meilleur, je vous dirais, parce qu'il y avait la possibilité de nous préparer pour un avenir meilleur. Donc, sans ma mère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, sans elle, je n'aurais pas pu partir parce que mon fils, mon petit, il est autiste, donc il a besoin de beaucoup de soins. Et je n'aurais pas pu partir à 4 heures du matin si ma mère n'était pas, mes deux parents n'étaient pas là et qui en prenaient soin, parce que mon mari est arrivé d'un voyage d'affaires à, je ne sais pas, à 6 heures hier soir. Et puis, bon, alors oui, sans mes parents, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et non pas seulement pour l'apprentissage, mais pour le quotidien et pour l'avenir des enfants même. Kim, c'était absolument fabuleux. Donc, encore un grand merci. C'est toujours trop court. C'est toujours très court. C'est toujours trop court. Merci. I think I didn't answer your question right. Maybe you should talk to my dad.